Vous voulez commencer à épargner en bourse? Vous ne savez pas par où démarrer? On va faire simple, efficace, et à la fin de cette session de formation, vous saurez tout ce qu'il faut savoir pour vous lancer et pour faire décoller votre épargne. On va démystifier tout ça ensemble. Je vais vous présenter le b.a.-ba, étape par étape. On va voir tout ça avec zéro jargon incompréhensible. Promis. Zéro jargon incompréhensible. Vraiment, c'est une promesse bien ambitieuse. Je te surveille. Tu vas voir. Alors, ce qu'on va voir ensemble, on va se demander d'abord quel support utiliser pour investir en bourse. Ensuite, on va se demander dans quelle enveloppe on va les mettre, quel type de compte on va ouvrir. On va choisir son courtier ou sa banque en ligne pour ouvrir ce compte. Et enfin, on parlera construction du portefeuille. Avant d'entrer dans la pratique, une petite précision. Je m'adresse à des personnes qui souhaitent investir dans la durée. Si on regarde les marchés actions sur le long terme, ils ont progressé d'environ 10% par an. Si on prend l'indice MSCI World, c'est-à-dire l'indice action monde. Stop. Tu as dit pas de jargon. Ça veut dire quoi, indice? T'as raison. En plus, indice, c'est un terme qui va être important pour la suite, et donc il est important que vous l'assimiliez. Un indice, c'est un outil qui permet de mesurer la performance d'un ensemble d'actions. Par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler du CAC 40. Eh bien, le CAC 40, c'est un panier qui regroupe les 40 plus grosses sociétés françaises. Et ça permet de calculer chaque jour, à chaque instant, la valeur globale de l'ensemble de ces sociétés et donc le prix de l'indice. C'est bon pour l'indice? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les posez en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Alors je reviens sur l'indice Action Monde, l'indice MSCI World. Il regroupe les plus grosses sociétés cotées dans 23 pays dits développés. Ça représente plus de 1350 entreprises. Et sa performance dans la durée, sur les 45 dernières années, de 1979 à 2024, a été de plus de 10% par an. Et si vous regardez le graphique, vous voyez qu'il y a des périodes de baisse. Ici en 2000, ici en 2008, des périodes de forte baisse. Et ces périodes de baisse, personne n'est capable de les prédire. Et personne n'a envie de voir son épargne durement gagnée, le fruit de son travail, perdre une grande partie de sa valeur parce qu'il sera entré en bourse juste avant une crise financière. Donc pas d'excès d'optimisme, c'est la patience qui va faire votre performance. Les marchés boursiers sont des machines à transférer l'argent des impatients vers les patients. T'as raison, c'est un très bon proverbe boursier. Si vous regardez le graphique sur de longues périodes, 10 ans, idéalement 15 ans, vous constatez que les marchés ont quasi systématiquement progressé. Plus vous y êtes pour longtemps, plus vous tendrez vers leur moyenne historique de 10% par an. Même si vous rentrez au pire moment, si vous êtes là sur le long terme, vous êtes gagnant si on se base sur ce qui s'est passé au cours des 45 dernières années. Dernier élément rassurant, il y a des stratégies qui permettent de diminuer le risque qui pourrait être lié à une entrée au mauvais moment. On va voir ça un peu plus tard dans cet épisode. Alors concrètement, on investit dans quoi quand on parle du marché action? Vous avez trois principales façons de faire. Vous avez les actions en direct, les fonds traditionnels et les fonds indiciels qu'on appelle aussi ETF. Alors ça fait beaucoup de jargon d'un coup, mais on va décompter tout ça. Les actions en direct d'abord. Vous l'avez compris, vous achetez une part d'une entreprise, comme L'Oréal, comme Apple, Essilor, etc. Vous devenez copropriétaire d'une toute petite partie de cette entreprise que vous partagez avec plein d'autres investisseurs. Et bien sûr, vous faites ça avec plusieurs entreprises, pour diversifier, pour limiter les risques. Deuxième possibilité, les fonds traditionnels. Là, vous déléguez la gestion de votre portefeuille à une société spécialisée, une société de gestion qui va analyser les marchés et qui va se charger de sélectionner les actions. Ça a deux avantages. Le premier, déjà, c'est que vous avez plus à vous soucier de repérer les meilleures actions puisque c'est une société de gestion qui va le faire pour vous. Et le deuxième, c'est que vous êtes immédiatement diversifié puisque vous avez acheté un fonds qui détient plein d'actions. En contrepartie, la société qui gère le fonds va vous prélever des frais, généralement entre 1,5 et 3% par an. Et ça, les années de hausse comme les années de baisse. Croyez-moi, sur le long terme, ça entame sérieusement la performance de votre investissement. On a une étude, dénommée étude Spiva, qui analyse la performance des fonds traditionnels dans la durée. Et ce qu'elle démontre, c'est que sur les fonds américains, il y a 80% d'entre eux qui font moins bien que l'indice qu'ils essayent de suivre. En Europe, c'est encore pire, on est à 93% des fonds
qui font moins bien que l'indice action européenne. Je passe maintenant aux ETF. Alors c'est un produit qui s'est énormément démocratisé ces dernières années. Tout comme pour un fonds traditionnel, vous achetez un panier d'actions. La différence, c'est que c'est pas une société de gestion qui s'occupe de sélectionner les actions qui vont constituer votre ETF. Votre ETF, il se contente de suivre un indice. On a vu tout à l'heure ce qu'était un indice. Vous avez plein d'indices. Vous avez l'indice, par exemple, CAC 40, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc les 40 plus grosses sociétés cotées françaises. Vous avez l'indice S&P 500, qui suit les 500 plus grosses sociétés cotées américaines. L'indice Eurostock 600, pareil, les 600 plus grosses sociétés européennes, etc. Vous avez des indices dans plein de pays. Et le gros avantage des ETF, c'est que vous avez des frais de gestion beaucoup plus bas. Généralement entre 0,10 et 0,30% par an. À comparer, je rappelle, aux 1,5 à 3% que prélève un fonds traditionnel. C'est pour ça que les ETF font généralement mieux que les fonds traditionnels, c'est à cause de ces frais beaucoup plus bas. Donc quel support on va choisir ? Si vous allez voir un conseiller bancaire, il y a de fortes chances qu'il vous conseille un fonds traditionnel. Pourquoi ? Parce que c'est là-dessus que la banque va gagner le plus. Et vous moins du coup. Donc on va écarter ça. C'est pas intéressant. Alors ça peut être intéressant pour certaines niches, pour les petites actions, ce qu'on appelle les small caps, mais c'est pas là-dessus que vous allez constituer votre cœur de portefeuille, c'est pas avec ça que vous allez démarrer. Donc pour l'instant, on écarte. Il nous reste donc les actions et les ETF. Personnellement, j'investis dans les deux. Alors pour les actions, je vais mettre deux limites. La première, c'est que ça demande un investissement en temps et ça demande un apprentissage plus poussé. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez aller dans cette direction-là, vous allez apprendre plein de choses. La deuxième, c'est que si vous allez sur les actions, vous allez devoir penser diversification. La diversification est une protection contre l'ignorance. On connaît des maximes, dis donc. Celle-ci est de Warren Buffett, l'un des meilleurs investisseurs en bourse de tous les temps. En tout cas, tu as tout à fait raison. Pour une entreprise donnée, on ne connaît pas son avenir. Donc, le meilleur moyen de limiter le risque, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et c'est donc de diversifier les actions qu'on achète. Et ça, c'est pas facile à faire au début. Ce que je vous conseille donc pour démarrer, c'est de prendre un ou plusieurs ETF. Ça vous permet d'être tout de suite diversifié. Je rappelle qu'un ETF, c'est un panier qui est composé de plein d'actions différentes. Ensuite, plus tard, si vous voulez, vous pourrez compléter avec des actions. Mais déjà un ETF, si on se base sur les 46 dernières années, ça vous assure une belle performance sur le long terme. On reviendra là-dessus tout à l'heure sur quels ETF choisir quand on parlera construction de votre portefeuille. Ce qu'on retient à ce stade, c'est qu'on a notre support, les ETF. Maintenant qu'on le connaît, on va pouvoir se demander dans quelle enveloppe on va pouvoir mettre vos ETF, donc quel type de compte on va ouvrir pour investir en bourse. Il vous faut donc un contenant, c'est-à-dire un compte adapté pour pouvoir y mettre vos ETF, voire plus tard y mettre vos actions ou vos fonds traditionnels. Les banques vont généralement vous proposer 3 types de comptes et on va essayer de choisir le meilleur pour vous. Vous avez le compte titre, le plan d'épargne en action ou l'assurance vie. Alors pour choisir le meilleur, on va les analyser selon 3 critères. L'offre, c'est-à-dire l'étendue de la gamme de produits que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur, les frais, bien évidemment, et on va regarder aussi quelque chose qui pèse beaucoup, la fiscalité. Alors on commence par le compte titre. En matière d'offres, le compte titre, c'est imbattable. Vous avez accès à tout, vous avez accès aux actions du monde entier, vous avez accès à des milliers de fonds, à des milliers d'ETF. Les frais, très bien aussi. Vous avez très peu de frais. Juste une petite commission généralement au moment de l'achat et au moment de la vente, mais quelque chose de vraiment très minime. Maintenant, on va parler fiscalité, et là, c'est pas top du tout. Vous êtes imposé à hauteur de 30% de vos gains. Pire que ça, vous allez payer des impôts séparément sur vos dividendes et sur vos plus-values. Ce qui fait que si vous gagnez sur l'un et que vous perdez sur l'autre, vous payez des impôts quand même. Il va falloir que tu expliques les dividendes et les plus-values. Avec plaisir. Alors, vous avez 2 sources de gains possibles en bourse. Vous avez les plus-values, c'est-à-dire l'écart entre le prix auquel vous avez acheté votre action et le prix auquel vous la vendez, qui s'appelleront des moins-values évidemment si vous perdez, c'est-à-dire que vous vendez moins cher que vous avez acheté. Et vous avez aussi les dividendes. Les dividendes, c'est une part des bénéfices que l'entreprise, chaque année,
peut décider de reverser aux actionnaires. Alors elle ne le fait pas systématiquement, il y a des entreprises qui réinvestissent leurs bénéfices et il y en a d'autres qui décident d'en reverser chaque année une part à leurs actionnaires. Imaginons que vous achetiez une action d'une société au prix de 100 €. Chaque année, la société peut donc décider de vous distribuer sous forme de dividende une partie de ses bénéfices. Donc imaginons qu'elle vous verse 5% la première année, donc 5 €, et 5% la deuxième année. Au total, vous avez gagné 10 €. Vous allez être imposé sur ces 10 €. Par contre, 2 ans plus tard, vous décidez de revendre votre action et malheureusement, son prix a baissé parce que la société a rencontré une problématique. Donc, vous la vendez 90 €. Vous avez perdu 10 €. Au final, vous avez gagné 10 € en dividende. Vous avez perdu 10 € sous forme de moins-value. Vous n'avez rien gagné. Vos 100 € sont restés 100 €. Eh ben non, parce que l'État va vous taxer à 30% sur vos 10 € de dividendes, donc 3 €, il va vous rester plus que 97 €. Alors que vous n'avez rien gagné, rien perdu, donc dans la logique, vous ne devriez pas avoir à payer d'impôts. On passe maintenant au PEA, le plan d'épargne en action. Alors du point de vue de la fiscalité, c'est déjà mieux, puisque vous n'avez que 17,2% de prélèvement sur vos bénéfices. Il y a une condition à ça, c'est que votre PEA, votre compte, ait été ouvert depuis au moins 5 ans. Et comme on s'investit dans le long terme, c'est pas très grave. D'autant plus que si vous avez un imprévu et que vous devez sortir avant 5 ans, vous pouvez le faire, vous serez fiscalisé comme le compte titre, à 30%. Donc ce que je vous conseille déjà, c'est d'ouvrir votre PEA le plus vite possible, pour faire démarrer, faire tourner ce compteur des 5 ans, au-delà duquel vous paierez que 17,2% d'impôts. En plus, le PEA, c'est avantageux aussi parce qu'au niveau des impôts, c'est globalisé. C'est pas calculé séparément comme le compte titre. Et donc, du coup, c'est plus avantageux pour vous. Dernier avantage, les impôts, vous les payez que au moment où vous sortez de l'argent. Contrairement au compte titre où vous allez les payer tous les ans. Le PEA, si vous sortez rien pendant 15 ans, vous n'allez rien payer. Et ça, c'est avantageux parce que les sommes que vous ne payez pas tout de suite aux impôts, vous pouvez continuer à les faire fructifier, à leur faire des petits. C'est un effet tunnel. Du coup, on peut facilement lui mettre 4 étoiles au PEA. En matière de fiscalité, il n'y a pas mieux de toute façon en France que 17,2% de prélèvements sociaux. Ça va, vous vous accrochez ? N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires que ça se passe. Pour le PEA, vous avez 2 contreparties à tout ça. La première, c'est que vous êtes plafonné à 150 000 € de versement. La deuxième, c'est que pour les actions en direct, vous êtes limité aux actions européennes. Alors on pourrait se dire que c'est certainement pas en Europe qu'il y a la plus grande croissance économique. Attention, il ne faut pas considérer les entreprises cotées en Europe comme des entreprises dépendant uniquement de la croissance européenne. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Les sociétés aujourd'hui sont internationales. Les grandes sociétés françaises sont internationales. Si on prend par exemple Sanofi, 78% de ses bénéfices sont réalisés à l'extérieur de l'Europe. Si on prend la moyenne des entreprises du CAC 40, donc des entreprises cotées à Paris, 70 à 75% de leurs bénéfices sont réalisés à l'extérieur de l'Europe. Du coup, cette limite pour le PEA, elle n'est pas si contraignante que ça. Vous avez plein de très belles opportunités parmi les entreprises européennes. En plus, on s'est dit que pour démarrer la construction de notre portefeuille, on allait démarrer avec des ETF. Et pour les ETF, il y en a plusieurs qui n'ont pas cette contrainte. Vous avez accès à des ETF États-Unis, à des ETF Monde, qui sont remplis d'entreprises comme Apple, Amazon, Nvidia, etc. Du coup, le PEA, ça reste assez intéressant en matière d'offres, c'est-à-dire en termes de produits auxquels vous pouvez accéder. Côté frais, enfin, c'est la même chose que pour un compte titre, donc très peu de frais. Allez, on passe maintenant à l'assurance vie. Et l'assurance vie, je vais faire vite parce que c'est pas forcément un placement que je vais vous conseiller par défaut. D'ailleurs, si vous allez voir votre conseiller bancaire, comme tout à l'heure, il y a de fortes chances que c'est ce qu'il vous conseille. Parce qu'il marge énormément dessus, il y a beaucoup de frais, c'est un produit sur lequel l'industrie financière se gave. Alors, une précision déjà d'entrée, assurance vie, c'est pas une assurance, c'est un placement. On appelle ça assurance vie parce qu'il y a quelques avantages en matière de fiscalité, de l'héritage, de la transmission. Donc ça peut être intéressant si c'est votre priorité. Côté offre, c'est pas fameux non plus. L'offre est beaucoup moins variée que sur le PEA ou sur le compte titre. Et côté fiscalité, c'est 30%
ramené à 17,2%, donc 17,2% c'est le même taux que le PEA, à condition que votre assurance vie ait été ouverte depuis plus de 8 ans, et dans la limite de certains plafonds de retrait. Donc c'est assez proche du PEA, un petit peu moins bien. Voilà, on a fait le tour de nos 3 enveloppes, alors du coup laquelle vous choisissez? Vous l'aurez compris, moi celle que je vous conseille c'est le PEA. Tant que vous n'avez pas plus de 150 000 euros à verser dans votre épargne en bourse, c'est le PEA qui apparaît être l'enveloppe la plus avantageuse. Alors maintenant, on sait qu'on va acheter en priorité des ETF, on sait qu'on va les mettre dans un PEA. Maintenant, chez quel courtier on va aller ouvrir son PEA? Alors chez qui on va l'ouvrir, ce plan d'épargne en action? Je vous conseille de bien regarder, de ne pas vous tromper, parce qu'un PEA, on a le droit d'en avoir qu'un. Donc c'est un produit que vous avez peut-être pour 15 ans, 20 ans, 30 ans, et le transfert d'une banque à l'autre, c'est pas facile, c'est une opération lourde et délicate, donc autant pas se tromper au début. Alors je précise que cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée et que je vous mets 0 lien d'affiliation. Donc là, je vais vous citer des banques, des courtiers, etc. Mais je suis totalement neutre, j'ai aucun intérêt à vous amener vers l'un ou vers l'autre. La première chose que vous allez vous dire probablement, c'est que l'idéal, ce serait de l'ouvrir dans votre banque habituelle, celle où vous avez votre compte courant. C'est rarement une bonne idée. Surtout si vous êtes dans une banque en dur. Les banques ont des agences physiques, Société Générale, LCL, BNP, etc. Elles ont des offres en général assez peu compétitives, des tarifs élevés. Si vous êtes dans une banque en ligne, c'est déjà un peu mieux. Vous avez accès chez les trois principaux acteurs du marché, donc Boursobank, qui est une filiale de Société Générale, Fortuneo, qui est une filiale du Crédit Mutuel, ou Hello Bank, qui est une filiale de la BNP. Vous avez des offres assez compétitives, vous avez déjà beaucoup moins de frais que sur les banques en dur. Donc si vous êtes dans une banque en dur, ou alors si vous êtes dans une banque en ligne mais que vous cherchez à optimiser encore plus niveau tarif et offre, je vous conseille de regarder du côté des courtiers spécialisés qui sont dédiés à la bourse. J'en ai 3 principaux à vous conseiller, les 3 sont très bien. Du coup, je vous conseille de regarder leurs tarifs par rapport à la taille des ordres que vous avez passés. Attention, pas de jargon non expliqué, on a dit. C'est quoi un ordre? C'est vrai. Alors un ordre, c'est une opération d'achat ou de vente. Chaque fois que vous achetez ou vendez une action ou un ETF, vous transmettez un ordre à votre courtier. Et c'est là-dessus que votre courtier se rémunère principalement. C'est bon pour les ordres? Parfait, mais heureusement que je te surveille. Alors du coup, je vous disais, regardez les tarifs de ces courtiers par rapport à la taille de vos ordres. Si vous passez des ordres de 300 € ou si vous passez des ordres de 4000 €, ce ne sera pas forcément le même courtier qui sera le plus intéressant pour vous. Donc comparez. Alors si on les regarde un par un, Bourse Direct très bien, pas cher, très belle offre, un tout petit peu plus cher que les deux autres, notamment si vous passez des ordres à l'étranger. Par exemple, vous voulez acheter une action en Allemagne, ce sera un petit peu plus cher que les deux autres. Saxo Bank, très bien. Perso, c'est là que j'ai mon PEA. Et Interactive Brokers, très bien aussi. C'est le moins cher des trois. Une super offre. Le seul petit inconvénient, c'est que votre compte, il sera pas en France. Il sera en Irlande. Et du coup, au niveau de votre déclaration d'impôt, alors ça changera rien à votre fiscalité, mais vous devrez déclarer que vous avez un compte à l'étranger. C'est une obligation depuis quelques années en France. Donc ça vous prendra 3-4 minutes chaque année à faire votre déclaration d'impôt à cause de ça. C'est tout ce que ça change. Dernier point sur les courtiers, j'ai volontairement écarté les néo-courtiers, les néo-banques. Certains ont des offres super agressives, super avantageuses, hein, enfin en apparence, ils affichent des ordres à 0 €, mais forcément, ils se rémunèrent quelque part et ça manque de transparence. Il y a même l'Union européenne qui a été obligée de passer des directives pour empêcher certaines pratiques qui étaient vraiment pas transparentes et pas claires vis-à-vis du client. Donc j'écarte. Voilà pour le choix du courtier, on a encore bien avancé. Vous pouvez maintenant ouvrir votre PEA chez le courtier choisi et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, la construction de votre portefeuille. Alors, on en a parlé tout à l'heure, 2 cas de figure possibles. Soit vous voulez simplement faire fructifier votre épargne sans y passer trop de temps. Dans ce cas-là, vous allez juste acheter un ETF, voire plusieurs ETF. On va voir lesquels dans pas longtemps et c'est réglé. Soit vous voulez aller un peu plus loin et vous êtes prêt à consacrer un peu de temps à l'apprentissage et à l'étude des actions en direct.
Là, vous allez pouvoir y incorporer des actions en direct, mais dans tous les cas, votre cœur de portefeuille, ce sera des ETF, et ce sera ce que vous allez acheter au début. Je vous mets ici les 2 principaux ETF éligibles au PEA et compétitifs en frais. Il y en a un chez iShares et un chez Amundi, ils se valent. Donc regardez, prenez celui que vous voulez. Regardez quand même si votre courtier n'a pas un accord avec l'émetteur de l'ETF. Par exemple, Saxo Bank a un accord avec Amundi, Boursorama a un accord avec iShares, et dans ce cas-là, vous ne payez pas de frais au moment de l'achat de votre ETF. Vous en payez au moment de la vente, mais pas au moment de l'achat. Donc, prenez note, soit vous faites pause, soit vous prenez note, soit vous téléchargez le support de cours, le lien est disponible dans la description de l'article. Précise ce qu'est le ticker quand même. Oui, bien sûr. Alors, le ticker, quand vous êtes sur le site de votre courtier, vous avez un moteur de recherche. Donc, vous allez taper le ticker dans votre moteur de recherche et ça va vous simplifier la recherche. Un ticker, c'est 3, 4 ou 5 lettres qui vous permettent de trouver facilement un ETF ou une action. Et c'est efficace, c'est beaucoup plus facile que de taper le nom entier de l'ETF qui est souvent un nom à rallonge et en plus il y a parfois des noms qui se ressemblent entre 2 ETF. Donc avec le ticker, vous êtes sûr de tomber au bon endroit. Donc là vous tapez WPEA ou DCAM et c'est bon, vous trouvez vos ETF. Alors au moment où vous allez passer votre premier ordre d'achat, vous allez peut-être être un petit peu perdu avec l'interface de votre courtier. Ça fait un peu peur de passer son premier ordre, il y a quelques options à choisir. Du coup, je vous ai préparé un petit module de formation complémentaire, très bref, que vous retrouverez sur la chaîne, qui est dédié à votre premier passage d'ordre. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'une stratégie qui permet de limiter le risque d'entrer au mauvais moment juste avant une crise boursière. Vous allez voir, c'est une stratégie qui est assez simple. Elle va consister à étaler votre entrée en bourse. Alors, pour beaucoup d'entre nous, ça va être facile de le faire, puisque, en général, on a chaque mois, par exemple 200 € à investir en bourse. Donc chaque mois, vous allez acheter un petit peu de votre ETF MSCI World et comme ça, vous étalez votre entrée. Vous allez acheter le premier mois 200 € de ETF MSCI World et le mois suivant, soit ça aura baissé et du coup, pour 200 €, vous aurez encore plus de parts de votre ETF, donc vous serez content. Soit ça a monté et vous serez content aussi parce que votre investissement du mois précédent aura monté. Donc on est toujours content au final avec cette stratégie. Pour votre culture, on appelle ça le DCA, le Dollar Cost Averaging. C'est entrer en moyennant le coût d'achat. Alors si vous êtes dans un autre cas de figure où vous avez une somme importante à épargner d'un coup, parce que vous venez de vendre votre maison, vous venez de faire un héritage, ou tout simplement vous avez décidé de modifier la façon dont vous gérez votre épargne. Alors là, ça va être moins facile de faire du DCA, mais ce que vous pouvez faire, c'est quand même étaler dans le temps votre entrée en bourse. Vous avez une grosse somme, vous pouvez par exemple la couper en 4 et mettre un quart le premier trimestre, un quart le deuxième, et ainsi de suite. Vous étalez votre entrée sur un an et vous limitez le risque d'être entré pile poil au mauvais moment. Alors maintenant, on va aller un tout petit cran plus loin et je vais vous parler d'un deuxième ETF que vous pouvez ajouter à votre MSCI World. L'ETF MSCI World, il est très bien, mais il a une petite lacune. C'est qu'il se concentre sur les 23 pays dits développés. Et les pays dits développés, c'est pas eux qui ont le plus gros potentiel de croissance. Dans cet ETF, par exemple, vous n'avez pas la Chine, vous n'avez pas l'Inde, le Brésil, Taïwan, etc., qui sont des pays, certes, où les bourses sont un peu plus volatiles, mais dont le potentiel de croissance est censé être plus élevé que des pays qui sont déjà matures. Du coup, je vous propose de compléter avec un ETF émergent qui couvre ces zones. Alors, je vous mets ici le ticker, donc c'est PAEEM. Vous pouvez, pareil, soit vous faites pause, soit vous récupérez le support de cours. Voilà, on a fini, vous avez toutes les clés. À nouveau, je vous félicite pour votre premier investissement qu'aura été de suivre cette formation jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon démarrage dans votre vie d'investisseur ou d'investisseuse. Et abonnez-vous à la chaîne, vous allez apprendre plein d'autres choses. Expliquez simplement, je le surveille. À bientôt.